Salam alaikum. Passons à cet exercice 8. Alors, nous avons notre matrice, notre matrice diagonale D. E, c'est un espace de dimension 3. B qui est E1, E2, E3, elle est une base de E. On a pris F, l'endomorphisme de E, tel que la matrice de F dans cette base-là soit égale à A. Bien. La première question, on a demandé de déterminer une base S qui est ε1, ε2, ε3, telle que la matrice de F dans cette base-là soit égale à cette matrice diagonale D. Alors, il s'agit de montrer quoi? Il s'agit de trouver une base S telle que la matrice de F dans S soit égale à D. Ça veut dire tel que nous avons ce que vous êtes en train de voir. La matrice de F dans S égale à D, D c'est votre matrice diagonale ici. Et ça veut dire que F de y, F de y2, y1, y2, y3 égale à ça. Ça veut dire quoi? Lisez-moi ça. F, ça veut dire F de y1 égale à 0 fois, plus 0 fois, plus 0 fois. Ça veut dire F de y1 égale à 0. C'est ce que j'ai écrit ici. Et ceci, ça veut dire que F de y2 égale à 0 fois, plus 1 fois, plus 0 fois, ça veut dire 1 fois y2. Donc F de y2 égale à y2. Et de même, F de y3 égale à 2 fois y3. Alors, cherchons un vecteur non nul y1, vérifions F de y1 égale à 0. Je vais poser y1 égale à x. Je l'ai écrit dans la base dont on dispose, qui est E1, E2, E3, qui est B. J'ai écrit y1 comme ça. Donc ça veut dire quoi? F de y1 égale à 0. Je passe matriciellement. Ça veut dire matrice de F de y1 égale à matrice de 0. D'accord? Vous savez que matrice de F de y1, c'est matrice de F fois matrice de y1. Toujours dans la base B. Matrice de F dans B, nous avions dit que c'était cette matrice A. Matrice de y1 dans cette base E1, E2, E3 qui est B, ça sera la colonne X, Y, Z. Et matrice du vecteur nul, c'est la colonne nulle. Allez-y développer. Ça fois ça égale à 0, ça va vous donner la première ligne. Ça fois ça égale à 0, ça vous donnera la deuxième ligne. Et puis ça fois ça égale à 0, ça vous donnera la troisième ligne. On a entre les mains donc un système d'équations, un système de trois équations inconnues x, y, z. Résolvons-le. Alors, nous allons appliquer par exemple la méthode de Gauss. Seulement pour moi, j'ai trouvé que c'est plus simple d'avoir le x ici, de le prendre comme pivot. J'ai permuté, si vous voulez, ici, L1, je l'ai permuté avec L2. Donc j'ai permuté cette ligne avec ça. Mais vous pouvez absolument poursuivre sans faire cette permutation, aucun souci. Bon, alors maintenant je veux annuler cette position-là. Et puis je veux annuler ce x-là, ce 3x. Qu'est-ce que je vais faire? Cette ligne, ligne 2, moins 4 fois la ligne 1. D'accord? Et pour annuler ça, je mettrai L3 moins, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est un 3. Donc c'est la ligne 3 moins 3 fois les lignes 1. Bon, c'est ce que nous allons faire. Alors, ici j'ai juste repris ce que nous avions dans la dernière page. C'est ce que j'avais fait. J'ai dit que L4, L2 moins 4 L1. C'est ça. Et puis ça c'est L3 moins 3 L1. C'est ce que j'ai mis ici. Hein. Si vous faites vos calculs, ça va vous donner ce que vous êtes en train de voir. Bien. Alors, si vous regardez ici, vous allez voir que cette équation, c'est celle-ci. Hein. Et ça veut dire que, si vous simplifiez par 2, ça va vous donner, ça veut dire que y égale à z. J'ai mis que y égale à z. Et puis, j'ai repris cette équation qui reste. Donc, regardez, vous avez y égale à z, le voici. Et vous avez x égale à z, le voici. Voyez que nous allons tout mettre en fonction de z. C'est pourquoi je l'ai pris d'une couleur différente. Donc, le y1, je vous rappelle, nous avions quoi? Y1, nous avions posé, c'est x, e1 plus y2 plus z, e3. Donc, je vais remplacer x, y et z tous en fonction de z. Donc, x, e1, ça va avec ça va venir z, e1. Y, E2, avec Y égale à Z, ça va être Z, E2.
Et puis le ZE3, je vais le laisser ZE3 parce que je veux tout écrire en fonction de Z. Donc j'ai factorisé par Z, ça va vous donner ça. Alors attendez. Moi je vous avais demandé tout à l'heure de me trouver un vecteur y1 tel que f de y1 soit égal à 0. En écrivant ça, x, y, z, on a f de y1 égal à 0 équivaut à quoi? Équivaut à, regardons la dernière étape où nous étions arrivés, équivaut à ça. Normalement, tout vecteur de la forme un réel z facteur de ce vecteur-là, ça conviendra, ça va vérifier que f de y1 égale à 0. Prenons par exemple ce vecteur lui-même là, ça veut dire en prenant z égale à 1. D'accord? Donc ce vecteur y1 égale à ce que vous êtes en train de voir, ça conviendra. On va faire de même pour un vecteur y2 qui vérifie f de y2 égale à y2. Et de même pour ça. Donc on va toujours partir d'un vecteur de cette forme-là et on va passer à résoudre un système et le tour sera joué. Alors, regardez juste le début, ce n'est pas la peine que je détaille. Donc, cherchons un vecteur epsilon tel que f de y2 égale à y2. J'ai posé encore y2, ce que vous voyez. F de y2 égale à y2, je suis passé matriciellement. D'accord? Matrice de f, c'est toujours A fois cette matrice colonne égale matrice de y2 qui est encore cette colonne x, y, z. Ça fois ça, c'est ceci, égal à x. Le voici. De même, ça fois ça, c'est y. C'est ce que nous avons ici. Ça fois ça, c'est z. C'est ce que nous avions eu ici. Puis, je vais déplacer le x, le y et le z de l'autre côté. Je vais avoir ce système-là que vous êtes en train de voir. Maintenant, qu'est-ce que je ferai par la suite? Je vais résoudre ce système encore avec la méthode de Gauss. Alors, vous voyez, avec moi, qu'est-ce que nous allons faire? Cette fois-ci, c'est pas la peine que je déplace ça pour avoir un pivot 1, mais je vais faire comme... je vais pas faire de permutation. Alors, pour annuler cette place-là, qu'est-ce que je vais faire? La ligne 3 fois la ligne 2 pour avoir 3x. 3 fois la ligne 2 moins la ligne 1. C'est ce que j'ai mis ici. 3 fois la ligne 2 moins la ligne 1. Et pour annuler ça, qu'est-ce que je vais faire? 3x moins 3x pour avoir 0. D'accord? Donc, ça sera L3 moins L1. C'est ce que j'ai mis ici. L3 moins L1. Si vous faites vos calculs, vous allez trouver ce système que vous êtes en train de voir ici. Avec un 0 égal à 0 vers la fin. D'accord. Alors maintenant, nous allons garder ce que j'ai encadré ici avec un rectangle. Je vais garder les inconnus x, y ici de l'autre côté. D'un côté. Et le z, je vais le déplacer de l'autre côté. D'accord? C'est ce que je vais obtenir. Maintenant, j'ai y égale à moins z. D'accord? Et puis, je remonte, je remplace y par moins z ici. Je déplace ici et je vais trouver x. Vous allez trouver que x égale à 0. Juste faites vos calculs, c'est facile. Bon, qu'est-ce qu'on a alors? On est arrivé à ce stade-là. Mais n'oubliez pas, je voulais encore rappeler ici à côté que y2 c'est ça. Donc je remplacerai le x par 0, le y par moins z et le z ça va rester z. Donc je vais avoir ce que vous êtes en train de voir, y2 égale à. Là encore, pour vous rappeler, on veut un vecteur non nul tel que f de y2 égale à y2. En écrivant ça, n'importe quel vecteur qui est sous cette forme-là, ou bien si vous voulez ça, avec un z réel quelconque, ça va répondre au problème, ça va vérifier ce qu'on veut. f de y2 égale à y2. Par exemple, je vais prendre ce vecteur-là, ou bien son opposé, moins e2 plus e3. Moi, j'ai pris par exemple e2 moins e3, comme si vous donniez à z égale à moins 1. De toute façon, faites ce que vous voulez, ça marche, c'est correct. Par exemple, ça va convenir ce vecteur-là. D'accord? Alors, pour l'autre vecteur y3, on fera les mêmes calculs, la même démarche avec un système, etc. On va trouver par exemple que y3 égale à e1 plus e3, ça va convenir. En conclusion, cette base S qui conviendra, c'est cette base-là, qui est composée par y1, y2, y3. Y1 égale à ce que nous avions trouvé, y2 ce que nous avions trouvé, et y3 ce que je vous ai dit que nous allons trouver de la même manière. Bien. Voyons la question 2. On a demandé de déterminer la matrice inversible P telle que A égale à P dp-1. Alors, chers élèves, dès que vous voyez que A égale à P dp-1, on va penser tout de suite
à une histoire de matrice de passage. Vous savez tous cette histoire de matrice de passage là, avec P c'est la matrice de passage. Hein. Dès que vous voyez une question qui est similaire, sachez que en général ça marchera avec une histoire de matrice de passage. Moi j'ai éclairci un petit peu les choses. Regardez, j'ai dit qu'on veut une matrice P telle que A égale à P dP moins 1. D'accord. Mais je vous rappelle que le A c'était la matrice de F dans la base B. Et le D c'était la matrice de F dans la base S. Alors qu'est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de trouver la matrice inversible P telle que, j'ai remplacé le A et le D par ces trucs-là. D'accord? Donc il s'agit de trouver la matrice P telle que matrice de F égale à, au milieu, matrice de F dans S. Ici c'est P, ici c'est P moins 1. Donc d'après votre cours, le P ça sera matrice de passage de ce B là à la base S. C'est ce que j'ai écrit ici. Bon. D'accord. Ceci étant, alors c'est quoi cette matrice de passage? C'est la matrice de S dans la base B. Par définition. Et attendez, la matrice de S, c'est quoi? Je vous rappelle tout simplement, le S c'est qui? Donc, c'est quoi la matrice de cette famille epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 dans la base B qui est E1, E2, E3? Donc, la première colonne, je vais mettre les coordonnées du premier vecteur de la famille S, qui est ça. Quelles sont les coordonnées de ce vecteur-là dans la base E1, E2, 3? C'est 1, 1, 1, c'est ce que j'ai mis dans la première colonne. Pareil pour celui-ci, ça sera 0, 1, moins 1, c'est ce que j'ai mis. Et puis pour celui-ci, ça sera 1, 0, 1. C'est ce que j'ai mis ici. C'est ça notre matrice P. Très bien. Voyons la question d'après. Qu'est-ce qu'il dit? Elle a demandé de calculer P-1. Nous allons nous proposer de le faire avec la méthode de Gauss-Jordan. Je sais que vous avez d'autres outils. Nous allons le faire avec la méthode de Gauss-Jordan. Nous voulons inverser la matrice P. Vous savez, Gauss-Jordan, ça consiste à commencer par la matrice P, c'est ce que j'ai ici. Et à côte, je mettrai la matrice identité. Notre objectif, je vous rappelle, pour le principe de la méthode de Gauss-Jordan, c'est de transformer cette matrice P que nous voulons inverser avec des opérations élémentaires uniquement sur les lignes. On va la transformer en l'identité. Et nous allons effectuer les mêmes opérations à la matrice identité prise initialement ici. Une fois cette matrice P transformée en l'identité, avec ces mêmes opérations élémentaires sur les lignes, la matrice identité se transforma en P-1. D'accord? Alors, c'est bon, donc je vais rappeler le principe. Je suis parti donc avec la matrice P, ici c'est l'identité, d'accord? Alors, ma matrice P, c'est ça. Alors, je vais utiliser la méthode de Gauss, je vais annuler cette position-là et celle-ci. Hein. Alors, pour annuler 1, donc je mettrai 1 moins 1, c'est 0, d'accord? Je mettrai la ligne 2 moins la ligne 1. C'est ce que j'ai mis ici. L2 moins L1 dans L2. Et puis, pour annuler ça, je mettrai L3 moins L1. C'est ce que j'ai mis ici. Très bien. Bien sûr, si vous faites vos calculs, vous allez trouver ça. Et vous allez trouver ça. Juste vérifier. C'est facile de vérifier. Prenez un peu de temps. Alors, on va faire les mêmes calculs. Si je mets ça moins ça et ça moins ça, vous allez trouver ce que vous êtes en train de voir que je suis en train de cercler. D'accord. Maintenant, je suis à ce stade-là. Rappelez-vous que je suis en train d'échelonner dans le but de créer des zéros en bas ici. Parce que je vise l'identité. L'identité, il y a des zéros qui sont ici. D'accord? J'ai annulé ça. Donc ça me reste à ce que j'annule cette position-là. Donc je veux annuler cette position-là. Alors, je vais m'appuyer sur ce pivot. Alors, pour annuler ça, donc vous avez moins 1 plus 1, c'est 0. Donc je vais mettre cette ligne 3 plus la ligne 2. Ligne 3 plus la ligne 2, c'est ce que j'ai fait. D'accord? Faisons ça ici, il y aura un 0. Faisons de même ici, vous aurez ce que vous êtes en train de voir. Toujours les mêmes opérations que je vais effectuer ici, j'effectue pour la colonne qui est réservée pour l'identité. Maintenant, regardez, nous sommes en train de nous approcher à l'identité. Ça, la partie inférieure, c'est 0. Ça reste maintenant à annuler la partie supérieure ici. D'accord? Je commencerai par annuler ça. Parfait. Donc, j'annulerai d'abord ça et ça. OK? Pour annuler ça, bien sûr, je vais me servir de ce pivot-là. Le pivot moins 1. Là. OK? Alors, j'aurai cette ligne 2 moins la ligne 3 pour avoir ici un 0.
Donc j'ai dit L2 moins L3. C'est ce que j'ai ici. L2 moins L3. Je le mettrai dans la ligne 2. Et puis pour annuler ça, en se basant sur cette ligne de pivot, j'ai 1 plus moins 1 égale à 0. Donc je mettrai L1 plus L3. Pour avoir ici un 0. Donc c'est L1 plus L3. Faisons ces deux opérations élémentaires, appliquons-les ici. Vous allez trouver que j'ai eu ça. Bien sûr, vous allez les appliquer aussi à cette matrice-là. Donc je vais avoir ça. Très bien, regardez, qu'est-ce que j'ai eu à présent? J'ai cette matrice-là. Je suis très très proche de la matrice identité. J'ai annulé ça. J'ai annulé ça. Ça reste juste que la diagonale soit pleine de 1. J'ai déjà fort heureusement ici 1 et ça c'est 1. Donc ça reste juste ce moins 1, je dois le rendre en 1. Donc qu'est-ce que je vais faire avec les opérations élémentaires sur les lignes? Ça veut dire cette ligne-là, je vais la multiplier par moins 1. Ou bien si vous voulez, je la divise par moins 1. D'accord? Alors faisons ça. Donc c'est ce que j'ai mis. L3 reçoit moins L3. Donc je vais multiplier ça par moins 1. Donc c'est moins L3. D'accord? J'ai fait pour ça et j'ai fait pour ça. Je vais avoir ceci. Ça va me donner l'identité. C'est ce que j'espérais depuis le début. Et cette ligne-là, j'ai multiplié par moins 1. Ça m'a donné ça. Bon, le tour est joué. Je suis tombé sur l'identité dans cette colonne-là. Donc automatiquement, cette matrice que je suis en train de cercler n'est autre que la matrice P-1, l'inverse de P que nous avions voulu au début. Enfin, ça c'est votre P-1. Très bien. Passons à question d'après. On a dit en déduire a puissance n pour toute n. Alors regardez, on a que a égale à p dp-1 d'après la question précédente. Maintenant la question il est hyper classique. Pour avoir a puissance n c'est p dp-1 de toute puissance n. D'accord, j'ai rien dit. Mais ce qui est hyper classique c'est que p dp-1 de toute puissance n, vous savez tous que la puissance n ça va rentrer chez le d. Et le pp-1, ils vont rester tels qu'ils sont, hein, comme ça. Donc vous avez, ça c'est p, ça c'est p-1, et ça c'est d puissance n. Alors, je vous dis que sur vos copies, ne justifiez pas ça, juste passez directement à ça. Sauf si on vous demande clairement de le justifier, vous savez que vous allez faire par récurrence sur n. Je passe. Donc a puissance n égale ce que vous voyez. Maintenant, attendez, on nous a demandé qu'à puissance n c'est quoi? D'accord? A puissance n c'est quoi? Nous savons P, il est connu. P-1, on vient de le calculer. La matrice diagonale D, on la connaît. Il n'y a pas de plus facile de prendre la puissance d'une matrice diagonale. Vous savez que c'est juste les coefficients diagonaux qui vont être levés à la puissance n. Alors attendez, nous avions D égale à ça. Question, c'est quoi D puissance n? On vient de dire, hein? Donc ça sera 0 puissance n, 1 puissance n, 2 puissance n. Mais ça pour toute n supérieure ou égale à 1. Très important. Donc pour toute n supérieure ou égale à 1, vous allez voir que d puissance n est égal à ça. 1 puissance n c'est 1, 0 puissance n c'est 0, 2 puissance n le voici. D'accord? Et pour n égale à 0, d puissance 0, vous savez que c'est l'identité. Avant que j'avance, ça c'est une petite source d'erreur chez des élèves. Il y a des gens qui écrivent que d puissance n égale à ceci, quel que soit n appartenant à n. Ça veut dire quel que soit n supérieur ou égal à 0. Alors que c'est vrai seulement à partir de 1. D'accord? Parce que si vous voyez avec moi, pour n égale à 0, d puissance 0, nous savons tous que c'est l'identité, ça veut dire ça. Mais si vous remplacez ici n par 0, vous aurez ici 1, 2 puissance 0 c'est 1, ça veut dire ici 1, 1. Pour ici c'est bon, mais ça ne va pas marcher pour le 0. Donc ça c'est un petit problème que vous allez rencontrer quand vous avez un coefficient diagonal qui est nul. Donc soyez prudents s'il vous plaît. Prenez pour n supérieur ou égal à 1 et isolez le cas pour n égale à 0. Je tourne la page. Donc d puissance n, c'est ça pour à partir de 1 et pour 0 c'est l'identité. Maintenant je vais remplacer ce que j'ai dit ici. J'ai le P, j'ai le P-1 et je vais faire le produit tout simplement et c'est fini. Alors regardez, pour n égale à 0, a puissance 0, je sais que c'est l'identité, aucun problème. Mais pour n supérieur ou égal à 1, c'est quoi a puissance n qu'on nous a demandé? C'est ça, je l'ai déjà écrit en haut, ok. Le P,
c'est ça. Le P-1, c'est ça, on l'avions calculé. Le D puissance N, on vient d'en parler, c'est ça. Donc, vous n'avez qu'à faire vos calculs. Vous allez trouver, après calcul, moi j'ai fait mes calculs, sauf erreur, ça doit donner, ce produit-là, ça doit donner ça. Pour n supérieur égal à 1. Pour n égal à 0, j'ai pris A puissance 0, c'est l'identité. D'accord? Donc, je passe à la question d'après. Regardez la question 5. Qu'est-ce qu'il dit? C'est une petite application aux suites récurrentes si nous avons plus d'une suite. Alors, on a entre les mains 3 suites xn, yn, zn qui sont définies d'une manière récurrente. On a donné les termes initiaux x0 égale, y0 égale, ça c'est z0. C'est une petite erreur, je dois changer le texte initial, le fichier initial. Alors, nous avons ces termes initiaux, et puis on a que quel que soit n, xn plus 1 égale, yn plus 1 égale, z plus 1 plus 1 égale. Ok. L'objectif dans ce type de question, c'est de déterminer le terme général de chacune des suites xn, yn, zn en utilisant les matrices. Donc ça, c'est hyper classique. D'accord? Alors, l'astuce, c'est de poser xn égale, grand xn égale à cette colonne qui est composée par xn, yn. Le premier point, on a demandé, on a dit écrire un programme Python permettant de calculer xn, yn, zn pour toute n appartenant à n. D'accord? Alors, avant de passer à écrire ce programme Python, regardez, je vais m'expliquer d'abord comme j'ai mentionné ici. Ok? Alors, si je vous demande maintenant x0, y0, les voici. Si je vous demande c'est quoi x1, vous allez me dire que x1 c'est 4x0 moins 2y0 moins 2z0. D'accord, vous avez raison. C'est quoi y1? Vous allez appliquer ça. Et pour x1, vous avez appliqué ça. D'accord. Et si je vous demande c'est quoi z1, vous allez appliquer ça. z1 égale à 3x0 moins 2y0 moins z0. Très bien. Alors, supposons que nous avons calculé x1, y1, z1, nous les avions calculés. Nous avions calculé. Si je vous demande c'est quoi x2, vous allez me dire que x2, je vais appliquer ça. x2 égale à 4x1, le x1 il est déjà calculé, moins 2y1, y1 c'est déjà calculé, moins 2z1. Et vous avez raison. Si je vous demande, c'est quoi y2? Vous allez me dire que y2 égale à x2 moins z2. Vous avez raison. Plutôt y2 c'est x1 moins z1. x1 connu, z1 on vient de les calculer. Et enfin, si je vous demande c'est quoi z2, vous allez me dire que z2, je vais appliquer ça. z2 égale à 3x1 moins 2y1 moins z1 qui sont déjà calculés ici. Donc je peux aussi calculer x2. Une fois que j'ai calculé x2, y2, vous savez que je peux encore passer à calculer x3, y3, z3 de la même manière, etc., etc. Alors, la question demandée ici, c'est tout simplement élaborer un petit programme Python qui permet de calculer xn, yn, zn pour toute n appartenant à n. D'accord. Alors, voyons. Regardez ici, s'il vous plaît. L'astuce, c'est certainement déjà vu avec vos profs d'informatique. Mais quand même, je vais rappeler et ralentir un petit peu ici. Alors, regardez. Je vais utiliser seulement les variables x, y, z que je vais utiliser tout simplement. Alors, si je mets cette instruction-là, vous savez que égal, c'est reçoit. C'est une affectation. Donc, si je vous dis x, y, z reçoit 1, moins 1, moins 1, qu'est-ce que vous comprenez? Que x reçoit 1, y reçoit moins 1, z reçoit moins 1. D'accord? Alors, normalement, ceci, ça correspond à cette initialisation-là. Normalement, ça correspond à x0, y0, z0. D'accord. Maintenant, pour dire x1 égale à 4x0 moins 2y0 moins 2, ce que j'étais en train d'expliquer avec vous ici, il suffit juste que de dire x reçoit toute cette quantité-là que je suis en train de cercler.
qui joue le rôle de 4x moins 2, y0 moins 2, z0. Si je fais ça, normalement x reçoit ça. C'est quoi le x ici? Une fois qu'il reçoit cette quantité-là, le x, ça va devenir quoi? C'est x1. Nous allons le calculer après, on va trouver ces 8. Bon, le y reçoit quoi? Reçoit cette quantité-là. Regardez, respectez la virgule. Y reçoit ça. Donc ça correspond à y1. Donc y1, on va le calculer après, on va trouver 2. Et le z, ça reçoit quoi? Le troisième, qui est celui-ci. 3 moins 2 moins 1. Qui est ça? Donc ça correspond à quoi? À Z1 dont on vient de parler. On va faire les calculs, ça doit donner 6. D'accord? Alors, si vous faites vos calculs, c'est quoi le 4x? Nous, quand on a fait au début cette affectation-là, le x c'était 1, le y c'était moins 1, le z c'était moins 1. Ce qui fait, c'est quoi 4x? C'est 4 fois 1, qui est 4. Donc ça, c'est votre 4. C'est quoi moins 2y? Y, c'était moins 1. Donc moins 2y, c'est plus 2. C'est ce que j'ai mis ici. C'est quoi moins 2z? Z, c'était moins 1. Donc moins 2z, c'est plus 2. C'est ce que j'ai mis ici. Si vous sommez cette quantité-là, 4 plus 2, c'est 8. Ce qui fait x, ça va devenir 8. En mathématiques, ça veut dire que le terme x1, de la suite, ça va être 8. Alors, je ferai de même. Y reçoit cette quantité-là. D'accord. C'est quoi x moins z? X c'était 1. Z c'était... X c'était 1, on a dit. Z c'était moins 1. Donc x moins z, c'est quoi? C'est 1 moins 1, ça veut dire 1 plus 1, ça veut dire c'est 2. C'est ce qu'on a eu ici. Et de même pour les autres. 3x moins 2y moins z. Juste faites vos calculs, ça va vous donner ça. Et ça va vous donner le 6. Attendez, je récapitule. On a fait l'initialisation parce que ceci, ça va nous conduire à élaborer notre programme. J'ai fait cette initialisation, d'accord? Pas de problème. Maintenant, avec cette instruction-là, que je suis en train d'encadrer, c'est hyper important. J'ai obtenu quoi? Le x, c'est x1, le y, c'est y1, et le z, c'est z1. On a fait le calcul, on a trouvé ça. Alors, laissons-nous à ce stade-là. À ce stade-là, nous avons les valeurs de x, y, z. Ils sont exactement x1, y1, z1. Très bien. Maintenant, si je répète cette même instruction en bas, je réécris la même chose ici. Regardez, je suis passé à la ligne et j'ai réécrit la même chose ici. Normalement, regardez, x reçoit ce que je suis en train d'encadrer. Mais c'est qui ce ancien x? C'est ce que nous avions trouvé ici. C'est vrai que c'était le 8, mais ça jouait le rôle de x1. C'est qui le y? Ça jouait le rôle de y1. Et le z, en maths, ça joue le rôle de z1. Très bien. Donc si je fais x reçoit ça, qu'est-ce que j'ai normalement? Normalement, je suis dans cette situation-là, ici. x1 ici, ici y1, ici z1. Donc c'est qui cette quantité-là? Ça sera x2. Très bien. Donc ce x-là, il reçoit ça avec cette affectation. Donc ce nouveau x n'est autre que celui-ci, c'est x2. Donc je corrige. Donc ça c'est x2. D'accord, c'est x2 égale y2 égale z2 égale. Bon, donc le x ici, j'ai dit que ça sera le x2. De même, le y, ça va être cette quantité-là. Si je remonte, ça correspond à ça. Avec ça, c'est x1 et ça, c'est z1. Donc ceci, ça sera y2. Ok? De même pour z qui va recevoir cette quantité-là. Donc je suis encore à ce stade-là. Avec ici, c'est x1. Ça, c'est y1. Ça, c'est z1. Donc ceci, c'est z2. Et puis je trouverai ici, on a dit, c'est z2. Si vous faites vos calculs,
Je vais faire juste pour un et je ne vais pas faire pour les autres pour ne pas trop alourdir. Alors, le x ici à ce stade, c'était qui? C'était le 8. Donc 4x, c'est quoi? C'est 4 fois 8, qui est 32. C'est ce que j'ai mis ici. Moins 2y, mais c'est quoi le y? C'était 2. Donc moins 2y, c'est moins 2 fois 2, c'est moins 4. Moins 2z, c'était qui le z? Le z, c'était 6. Donc moins 2z, c'est moins 2 fois 6, c'est moins 12. Donc si vous faites 32 moins 4 moins 12, comme si vous dites 32 moins 16, c'est 16. Donc x2, c'est 16. Et de même, vous allez avoir y, c'est 2. Et z, c'est... Faites vos calculs, ça va vous donner 14. Maintenant, nous allons passer à vérifier ceci avec notre machine. Passons à la machine. Salam alaikum. Alors, ici, nous allons vérifier ce que nous avions trouvé ensemble. Je suis en train de voir ce que nous avions fait à la main. Donc, pour l'initialisation, nous avions dit avec cette instruction-là, donc ça correspond à l'initialisation. D'accord? Donc, je vais exécuter celle-ci, donc Alt, Entrée. Donc, la ligne 1, elle est exécutée. D'accord? Donc, si je demande x, y, z, normalement, je dois avoir 1, moins 1, 1. Très bien, 1, moins 1, 1. Maintenant, si j'exécute cette instruction-là, nous avions vu ensemble avec les calculs que ça doit donner que ça correspond à x1, y1, z1 et qui doit donner 8, 2, 6. D'accord? Alors j'exécute maintenant cette ligne-là, Alt, Entrée. Très bien, la ligne 2 est exécutée. Donc x, y, z, normalement ça doit donner 8, 2, 6. Et c'est vrai que c'est 8, 2, 6. Je vais maintenant exécuter la même instruction. Vous voyez, de point de vue forme, c'est la même. Mais nous avions vu ensemble avec les calculs, je suis en train de voir devant moi, que nous avions trouvé 16, 2, 14. C'est ce que j'ai mentionné ici dans ce petit programme de vérification. D'accord, donc j'exécute ça, cette ligne-là. Parfait, la ligne 3 est exécutée. Voyons x, y, z, normalement, sauf erreur, ça doit donner 16, 2, 14. Et c'est ce qu'a donné effectivement. Parfait. Alors maintenant, regardez, après avoir pris cette initialisation, regardez cette instruction que je suis en train d'encadrer. Je l'ai appliquée une fois, j'ai trouvé x1, y1, z1. Ça veut dire que ça correspond à n égale à 1 pour xn. x1, y1, z1. Je l'ai appliqué une deuxième fois. Regardez, c'est la même écriture. Hein. Ça et ça. J'ai même, pour moi, j'ai mis copier-coller. Hein. C'est la même écriture. En l'appliquant une deuxième fois, j'ai obtenu quoi? x2, y2, z2. Ce qui fait que ça correspond à n égale à 2. Question. Maintenant, regardez. Que faire? Regardez cette question avec moi, c'est important. Que faire pour avoir x indice 20, y indice 20, z indice 20 au lieu de x2, y2, z2? D'accord? Ce qui fait, on va répéter l'instruction suivante qui est la même que j'étais en train de répéter ici. Je vais la répéter combien de fois pour avoir x20, y20, z20? Ralentissez. Cette instruction, je l'ai répétée deux fois pour n égale à 2, x2, y2. Donc pour avoir x indice 20, je vais la répéter combien de fois? 20 fois, n'est-ce pas? Très bien. Donc on répète l'instruction suivante 20 fois. Cette même instruction que j'étais en train de manipuler en haut. D'accord? Très bien. Alors, je vous repose la question d'une manière générale pour répondre à notre question. Si maintenant nous voulons
Que faire pour avoir xn, yn, zn d'une manière générale? On va répéter donc cette même instruction-là combien de fois? Au lieu de 20, je mettrai n. Donc on va la répéter n fois. Très bien. C'est presque terminé. Hein. Alors regardez. Qu'est-ce qu'on fait pour répéter une chose n fois quand vous avez l'habitude de faire avec vos profs d'informatique? On va utiliser tout simplement cette petite instruction for. Donc, for i in range. Donc, j'ai oublié un e ici. J'ai confondu avec le rang. J'étais en train de développer d'enregistrer des vidéos où il y avait des rangs de matrices et tout ça. Donc for i in range 1, à quoi? On doit répéter ça. Combien de fois on a dit? N fois. Donc, on va for i in range 1 jusqu'à quoi? Répéter cette instruction. Vous savez que vous allez mettre pas n pour avoir n fois, ça sera n plus 1. D'accord? Très bien. D'où le programme suivant. Je vais juste injecter ça et définir une petite fonction d'inconnu n. D'accord? Parce que la question initiale, c'est nous voulions un programme qui, pour tout n, permet de déterminer x, n, y, n, z, n. Voilà. D'où le programme suivant. C'est ce que vous êtes en train de lire ici. D'accord? J'ai appelé cette fonction terme général pour dire et le paramètre c'est n. Ici, c'est l'initialisation que nous avions prise au début. C'était initialisation. D'accord? Très bien. Et puis, for i in range 1 jusqu'à n plus 1, ce que nous avions déjà eu tout à l'heure. Ça, c'est la fameuse instruction dont nous étions en train de parler. Très bien. Et puis, il y a un return, le triplet x, y, z. Bien sûr, si j'exécute ça, dans cette instruction-là, normalement, le résultat, c'est un triplet. D'accord? Donc, je vous pose, si vous voulez par exemple xn, mathématiquement xn, ça sera quoi? Vous allez prendre tout ça, et puis vous allez mettre entre crochets quoi? Parce que le xn, ça va être ça, le xn. Le yn, ça va être ça. Et le zn, ça va être ça. Nous voulons le xn. Donc, nous visons ça. Ce qui fait, je vais mettre toute cette quantité-là et je mettrai entre parenthèses, je veux le premier. Le premier, pardon. Le premier, ça va correspondre à 0. Vous savez que pour des listes, en Python, il commence à partir de 0. Si je veux yn, c'est quoi? Je mettrai ici 1. Et si je veux zn, je mettrai ici 2 pour avoir ça. Bon, d'accord. Laissons, on va repasser à nous exercer un petit peu. Maintenant, passons à la question d'après. On a demandé ici, de justifier que quel que soit nxn plus 1 égale à axn. Ça, c'est un jeu d'enfant, j'estime. Hein. Donc, ça, axn, j'ai pris la matrice A et ça, la colonne xn. Première ligne, première colonne, ça va vous donner ça. Deuxième ligne, colonne, ça. Troisième ligne, colonne, ça. Et nous avions que cette quantité-là, c'est exactement xn plus 1 d'après la définition de notre suite. Je suis en train d'appliquer ça et ça, d'accord? Bien. Alors, cette quantité, on a dit c'est xn plus 1. Celle-ci, c'est yn plus 1. Celle-ci, c'est zn plus 1. Et ça, c'est par définition la colonne grand X indice n plus 1, d'accord? Je passe à la question d'après. Qu'est-ce qu'elle dit? Je vois que c'est l'avant-dernière. Ouf, on va se reposer. Alors, en déduire le terme général de chacune des suites xn, yn, zn. Donc ça, c'est mathématique. Pour les maths, ça, c'est une question très classique dont j'avais déjà parlé. Regardez, et vous allez surtout la revoir encore en space, certainement.
quand vous allez passer à un chapitre de la réduction d'endomorphisme de matrice, vous allez revoir pratiquement la même chose. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons que quel que soit n, xn plus 1 égale à axn. Ça ressemble à une suite géométrique, hein, n'est-ce pas? En fait, oui. Donc, vous allez avoir que quel que soit n, xn égale à a puissance n fois la colonne x0. D'accord? Mais le a puissance n, nous avions déjà eu ça pour tout n supérieur ou égal à 1. Donc, regardez, quel que soit n supérieur ou égal à 1, xn c'était cette colonne-là, a puissance n c'était ce que nous avions trouvé, la colonne x0 c'était x0, y0, z0 d'après l'initialisation. Et puis faites vos calculs ça fois ça, ça va vous donner ce que je suis en train d'encadrer. D'accord? Et puis, regardez, 2 puissance n plus 2 puissance n, c'est quoi? C'est 2 fois 2 puissance n, qui est 2 puissance n plus 1. 2 puissance n plus 1 plus 2 puissance n plus 1, c'est 2 fois 2 puissance n plus 1. Ça veut dire que c'est 2 puissance n plus 2. Très bien. Bien. Et de même, yn, ça va être égal à ça fois ça, qui va vous donner 2. Zn égale à tout ça fois tout ça, qui va vous donner ce que je suis en train de cercler ici, d'encadrer. D'accord? Là encore, moins 1, c'est moins 2. 2n plus 1 plus 2n plus 2n, tout comme on vient de voir ici, ça c'est 2n plus 1, je l'ai réécrit ici. Alors, conclusion. Le terme général des suites xn, yn, zn, pour tout n supérieur égal à 1, xn égale à ça, c'est ce que j'ai mis ici. Yn c'est 2, c'est ce que j'ai mis ici. Zn égale à ça, c'est ce que j'ai mis ici. Bien sûr, ça c'est pour n supérieur égal à 1, mais pour 0, j'ai réécrit juste l'initialisation que nous avions déjà prise. Parfait. Bon, alors je passe à la dernière question. Regardez, maintenant on vient de voir mathématiquement les termes généraux des suites xn, yn et zn. Vous voyez que quel que soit n, nous avons ça. Et pour informatiquement, si vous voulez, avec Python, nous avions appris avec ce programme-là. Il est où? Il est ici. Comment déterminer xn, yn et zn? D'accord? Alors, maintenant, j'ai proposé cette question-là pour faire un petit bridge math informatique. J'ai demandé de vérifier que la valeur du X-Indice 2019 via le programme de Python qu'on vient d'élaborer, ça coïncide avec le terme général ainsi trouvé. Le terme général, vous voyez, il est où? Il est ici. Il faut vérifier que, surtout dans la question, moi j'ai parlé seulement du xn, hein, j'ai pas parlé de ça, juste du xn. Hein. Ok? Bon, alors, bien sûr, pour la vérification, on n'a qu'à passer à la machine. Voilà. Alors, salam alaikum. Maintenant, nous allons, ça c'est le programme dont on avait parlé dans la vidéo, on va le vérifier. Donc je vais l'exécuter, ce programme Python, donc c'est un CTRL E. Voilà, donc on l'a exécuté. Maintenant, je prendrai cette fonction-là pour faire des petites vérifications. D'accord, donc je vais appliquer bon, je prendrai par exemple en 1. En 1, ça doit donner quoi normalement? Nous avions vu que x1, y1, c'était, regardez, c'était 8, 2 et 6. D'accord? Normalement, ça doit me donner 8, 2, 6. Ok. Oui, c'est ce que ça a donné effectivement, 8, 2, 6. Parfait. J'appliquerai en 2. Normalement, ça doit me donner... Ça doit normalement me donner x2, y2, z2 qui sont 16, 12, 24. D'accord? Sauf erreur, c'est ce que ça doit donner.
Très bien, 16, 2, 24, ça marche. Ce qui fait que notre programme que vous êtes en train de voir, ça marche effectivement bien. D'accord. Maintenant, dans l'exercice, on avait demandé de vérifier que la valeur de x indice 19 via le programme de Python coïncide avec celle du terme général ainsi trouvé. Bon, voyons pour x indice 2019, y indice 2019, z indice 2019. Alors, plutôt 19, j'avais changé la valeur. Bon, voilà. Alors, c'est cette valeur-là. Donc, celle-ci, ça va correspondre à x, indice 19. C'est ce que je suis en train de voir, que je vous avais écrit dans la vidéo. Y indice, voyons, ça c'est Y indice 19, c'était 2, c'est ce que j'avais écrit. Et puis, le Z indice 19, c'est en train de voir, c'est ce que nous avions eu. D'accord? Parfait, parfait. Donc, je passe. Maintenant, nous allons voir que ça coïncide avec la valeur du terme général. Le terme général, nous avions dit quoi? Nous avions dit que c'est xn, c'est 2 puissance n plus 1. Donc, ça va être quoi? X indice 19. Donc, ça sera 2 puissance quoi? 19 plus 2, c'est 21. Normalement, ça doit donner la même valeur. Voyons la même valeur ici. Et c'est la même valeur ici. Très bien. Et puis, j'essayerai avec l'autre, c'est 2, il n'y a rien de spécial. Mais Zn, c'était 2 puissance n plus 2 moins 2. Ce qui fait que ça sera la même expression ici. CTRL-C, CTRL-V, le tout moins 2. D'accord? Normalement, cette expression-là, vous voyez que ça coïncide avec celle-ci. D'accord? C'est la même chose. Parfait, je vous remercie. Bon, alors, avant de terminer l'exercice, avec la machine, on a donc vérifié qu'avec Python, on n'a que x indice 2019 égale ce que vous voyez, y indice 19 égale, z indice 19 égale à ça. Et puis nous avions vu avec le terme général pour les maths, nous avions eu ça, c'était déjà dit. Donc x indice 19 c'est 2 indice 21. Encore avec la machine, nous avons trouvé cette valeur-là. De même pour les autres. Alors maintenant, si vous regardez avec moi, vous allez trouver que le x, ça coïncide avec le x indice 19. C'est la même chose. C'est ce que nous avons vérifié ensemble avec la machine. Même, on a même eu pour les autres, même si ce n'est pas demandé. Je vous remercie. Fin de l'exercice.